Aujourd'hui, on risque de perdre 4 régions. Dans 6 mois, peut-être l'Ukraine sera-t-elle sommée de signer un accord beaucoup plus désavantageux que celui d'aujourd'hui. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, je ne savais pas comment vous faire le bilan de l'actualité de ce week-end entre ce qui s'est passé pour le général russe, pour ce qui s'est passé au Vatican et surtout ce qui m'a aidé, c'est Vladimir Poutine qui nous surprend une fois de plus, qui nous refait le coup. Il déclare un cessez-le-feu unilatéral pour le 7 mai, de la nuit du 7 mai jusqu'à la nuit du 10 mai au 11 mai. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, on va aller là où j'ai appris la nouvelle. J'ai vu sur LCI, ils ont écrit Ukraine, Vladimir Poutine annonce une trêve du 8 au 10 mai. Découvrons l'information. Information de la journée, Vladimir Poutine annonce une nouvelle trêve. Le président russe propose la suspension des actions militaires pendant 3 jours. Et ces 3 jours, évidemment, ne sont pas choisis au hasard. Vous allez les découvrir, regardez. Il a fait savoir via un communiqué du Kremlin à partir de minuit entre le 7 et le 8 mai. Et jusqu'à minuit entre le 10 et le 11 mai, la partie russe annonce un cessez-le-feu. En cas de violation du cessez-le-feu par la partie ukrainienne, les forces armées russes fourniront une réponse adéquate et efficace. Ça ne vous a pas échappé. Qu'est-ce qu'il y a entre le 8 et le 10 ? Il y a le 9 mai, vous le savez, ce grand rendez-vous annuel très cher à Vladimir Poutine pour commémorer la fin de la grande guerre patriotique. Et cette année, ça correspond aux 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'analyse du colonel Pierre de Jong. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Alors, lui, ça fait longtemps qu'il n'est pas passé sur LCI. Il avait un peu fouillé le LCI parce que je ne sais pas, soit on ne voulait plus l'inviter, soit lui-même il avait compris que ça partait un peu dans n'importe quoi. Et donc, il avait un peu pris ses distances. Cependant, aujourd'hui, il est revenu et vous allez voir que son expertise vraiment devient farfelue. Bien, merci beaucoup. Ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Consultant géopolitique LCI, vice-président de l'Institut Thémis, on le rappelle. Aline Lebaille-Crémer, bonjour. Bonjour. Journaliste, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Juste, Aline, comment vous interprétez les choses ? Est-ce que là, ça veut dire que la balle est dans le camp des Ukrainiens ? Non, parce que les Ukrainiens ont exprimé leur acceptation d'un cessez-le-feu le 11 mars dernier à Jeddah. Ils acceptent un cessez-le-feu sans condition, sur proposition des États-Unis. La terre entière travaille à ce que ce cessez-le-feu inconditionnel soit opérationnel. La Russie, manifestement, n'en veut pas. De toute façon, la Russie veut la guerre. Donc, ce que veut Vladimir Poutine avec cette annonce quelque part décorum, c'est une posture autour de cette date, évidemment, hautement symbolique, hautement instrumentalisée, hautement importante dans ce que travaille Vladimir Poutine de façon obsessionnelle en permanence, à savoir la réécriture et l'instrumentalisation de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va très clairement dans cette direction-là, tout comme Ils ont du mal à trouver les mots parce qu'ils ne savent plus quoi dire. En tout cas, moi, pour ma part, ce que je vois, c'est que comme je vous ai laissé dans la dernière vidéo, je vous ai dit que Vladimir Poutine était le seul à avoir le dernier mot en Ukraine. Et que les États-Unis étaient en train de mettre au pied du mur Zelensky et l'Ukraine. Parce qu'ils sont déjà en train d'assurer leurs accords sur les minerais ailleurs. Ils s'assurent de pouvoir se procurer des minerais ailleurs. Et donc, ils n'ont plus la nécessité que l'Ukraine signe. Donc, ce n'est plus une obligation. De toute manière, ils savent que peu importe ce qui arrivera à l'Ukraine, ils récupéreront leur argent. Et donc, et plus l'Ukraine sera affaiblie, moins elle aura son mot à dire. C'est pour cela qu'ils ne réfléchissent plus à si ils vont le laisser seul contre la Russie ou pas. Ils préfèrent faire du business avec la Russie que se battre contre la Russie. Et donc, ils le laissent. Et c'est pour cela, quand vous écoutez ces gens-là, c'est juste à mourir de rire en fait. Parce que voilà la réalité de ce qui s'est passé concrètement au Vatican. D'accord ? Tout le monde parle de cette affaire du Vatican, que c'était un moment historique et je ne sais pas quoi.
Déjà, premièrement, cette image ici, vous voyez, c'est Macron qui vient rejoindre Trump et Zelensky. Cette image a fait le tour du monde partout. On a dit qu'il venait taper l'incruste et que Donald Trump l'avait rejeté. Mais en fait, la réalité de cet événement est encore beaucoup plus marrante que ça, parce que vous découvrez la vraie histoire de cette rencontre ici, chez ces chroniqueurs de LCI. Et écoutez, vous allez mourir de rire. Nous faisons maintenant, et comme tous les jours, un point sur l'actualité internationale. Alors, l'actualité internationale ce week-end, c'est cette photo. Elle va sans doute devenir historique, hein, François, vous allez nous aider à la décrypter et son contexte. Donald Trump, Volodymyr Zelensky, assis face à face, dans la confidence presque, c'est en marge des obsèques du pape François. Évidemment, il est question des tractations pour la paix en Ukraine. On a l'impression que Donald Trump, effectivement, est en train de corriger le tir. Et vous vous souvenez de la séance houleuse dans le bureau ovale à la Maison-Blanche, et le voici en train de parler avec Zelensky pendant un quart d'heure, en plus dans le sacré de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, je ne suis pas certain que Donald Trump fasse le maximum pour pouvoir obtenir la paix. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas voulu cette rencontre. C'est Emmanuel Macron et Keir Starmer, son homologue britannique, qui l'ont encouragé à voir Zelensky. Zelensky ne devait pas venir au Vatican. Il a fini par y aller parce qu'il savait qu'il avait la possibilité de rencontrer Donald Trump. Deuxièmement, Donald Trump aurait pu poursuivre cette rencontre après la messe de funérailles, comme Emmanuel Macron et Keir Starmer ont reçu Zelensky après dans leurs ambassades respectives. Donald Trump ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il voulait regagner le plus vite possible les États-Unis pour aller jouer au golf. Troisièmement, entendez ce que dit Marco Rubio, son secrétaire d'État, et qui est sur la même ligne que la Maison-Blanche, sur la méthode à utiliser pour pouvoir obtenir des protagonistes la paix. Cette semaine à venir sera cruciale pour savoir si cette mission mérite que l'on continue de s'y impliquer ou s'il est temps de se concentrer sur d'autres sujets qui ne sont pas moins importants. Et il y a des raisons d'être optimiste, mais aussi d'être réaliste. J.D. Vance avait dit à peu près la même chose mot pour mot la semaine passée. Bon, je veux juste clarifier les véritables propos de Rubio, parce que Rubio, il va un peu plus loin que ça, et heureusement, j'ai eu ça ici. La guerre en Ukraine prendra-t-elle un tournant décisif dans les prochains jours? C'est en tout cas ce qu'espère le secrétaire d'État américain Marco Rubio, au lendemain d'une entrevue surprise entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Je pense que cette semaine sera décisive. Nous devrons décider si nous voulons continuer dans ce processus. Il y a des signes d'optimisme, mais il y a aussi des raisons d'être réalistes. Nous sommes proches, mais pas assez proches. Alors que le président américain s'est montré très critique envers les dernières décisions russes, la pression s'accentue donc sur le président ukrainien. Selon la presse américaine, le plan de Donald Trump accorderait la Crimée à la Russie, mais aussi les 4 régions déjà largement envahies dans l'est de l'Ukraine et la levée des sanctions. Pensez-vous, Monsieur le Président, que Zelensky soit prêt à renoncer à la Crimée ? Oh oui, je pense, oui. Écoutez, la Crimée, c'était il y a 12 ans. C'était le président Obama. Ils l'ont abandonné sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Alors ne me parlez pas de la Crimée. Parlez de la Crimée à Obama et à Biden. La centrale de Zaporijjia serait, elle, gérée directement par Washington. Et l'Ukraine gagnerait de son côté une aide à la reconstruction et des garanties de sécurité dont les contours sont encore flous. Des déclarations qui contredisent pourtant celles du président ukrainien, aussi soutenu par nombre de dirigeants européens. Ce dimanche, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a estimé que l'Ukraine ne devrait pas céder tous les territoires occupés par la Russie. Alors, bien évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur, une fois de plus encore, les fanfaronnades des Européens, soi-disant qu'ils veulent faire un mécanisme de article 5 en mieux, et je sais pas quoi, je sais pas tout tati. Nous reviendrons dessus. On n'a pas ce qu'on veut, on est en colère. Oui, et donc on est prêt à abandonner, parce qu'il y a des sujets qui sont tout aussi importants. Ben non, puisqu'en fait ils avaient prévu précisément de régler cette paix en 24 heures. Ça ne se règle pas en 24 heures, ni en une semaine, ni en 2 semaines. Ça prend peut-être des mois, à condition qu'on soit d'accord sur les mots. Or, Ukrainiens et Russes ne sont pas d'accord sur les mots, et les mots ont un sens. L'Ukraine veut un cessez-le-feu inconditionnel avant de discuter d'un accord de paix. Les Russes sont prêts à des discussions de paix
sans précondition, c'est-à-dire l'exact contraire, ce qui permet à Vladimir Poutine de continuer à bombarder tant qu'il n'a pas obtenu satisfaction auprès des Ukrainiens et des Américains. Le résultat, c'est que ça va forcer Trump, oui, peut-être, à réagir et de réagir brusquement. Il y a déjà une proposition du Sénat qu'il attend sur son bureau, une proposition bipartisane qui vise à imposer 500% de droits douaniers sur tous les pays qui achètent encore du pétrole et du gaz à la Russie. Si c'est ça, alors là, effectivement, les choses peuvent aller vite. Regarde-moi comment il dit ça avec conviction, comme s'il était idiot. Trump, il vient de perdre la guerre des tarifs douaniers avec la Chine qui est le principal importateur de l'hydrocarbure et du pétrole russe. Déjà, ils n'ont pas réussi à tenir une guerre qu'eux-mêmes ils ont fait monter à 145% contre la Chine, et la Chine n'a même pas fini de prendre toutes les mesures de rétorsion qu'elle aurait pu prendre contre les États-Unis. Trump a plié. Et là, ils disent oui, mais il y a une proposition de taxer 500%. Les États-Unis vont taxer 500% à qui? Le principal acheteur d'hydrocarbures et de pétrole russe, c'est la Chine. Genre, ils vont aller taxer la Chine de 500%, et après, c'est l'Inde. C'est qui facture, qui assure la maintenance de tous les trucs américains maintenant? Qui assure le service après-vente? C'est pas l'Inde? Donc, c'est juste, les Européens sont juste dingues. Et le pire, c'est que les journalistes européens, soi-disant, qui s'y connaissent, racontent des conneries sans réfléchir. C'est pas parce que Lindsey Graham, qui est l'un des plus idiots, qui a soutenu tous les bêtises de Biden parce qu'il croyait qu'il allait se faire de l'argent, et maintenant il est frustré, il veut récupérer son argent, c'est pas parce qu'il sort une bêtise à la va-vite que ça va se produire. Et de toute manière, même si les États-Unis voulaient sanctionner la Russie, on a déjà montré qu'au niveau où nous en sommes, plus vous sanctionnez la Russie et le reste du monde, plus ils fabriquent un monde loin de l'Occident, hors de l'Occident, qui rend aveugle l'Occident et affaiblit l'Occident. Donc, c'est se tirer une balle dans le pied, et c'est exactement ce que Trump ne veut plus. Trump, il veut que dans ce monde multipolaire qui va s'ouvrir, les États-Unis fassent partie des plus forts. Mais pour cela, il ne peut pas y aller contre tout le bloc qui est en train de se former, ou tous les différents blocs qui se forment. Il ne peut pas y aller contre l'Amérique du Sud, contre l'Asie et contre l'Afrique, tous en même temps. Donc, ce n'est que la réalité des choses qui sont en train de s'imposer. Il n'y a que les Européens qui réfléchissent comme ça. Ils pensent encore qu'ils ont le monde à leurs pieds. Non, ça c'est fini, cette bêtise. Et donc, si on en revient à ce qu'il a dit, Trump ne voulait même pas de cette rencontre. C'est les gratteurs là. C'est lui qui, comme d'habitude, raconte n'importe quoi. Regardez le tweet qu'il a écrit. Exactement ce qu'il avait raconté la dernière fois. Échange positif aujourd'hui avec le président de l'Ukraine à Rome. Mettre fin à la guerre en Ukraine, c'est l'objectif que nous partageons en commun avec le président Trump. Ah bon? Vous avez forcé la rencontre. C'est exactement comme il avait forcé la rencontre lors de Notre-Dame. Ils ont forcé la rencontre parce qu'ils voulaient avoir les photos pour faire parler leur presse. Lui et Stammer, ils sont en difficulté sur le plan national. Ça ne marche pas. Et donc, ils font du bruit international pour exister au niveau national. Et donc, ils ont forcé la rencontre de Trump avec Zelensky. Et c'est même, je pense, à cause de ça que Trump a dû jeter Macron comme une chaussette en lui disant qu'il n'est pas à sa place et qu'il devait dégager. L'Ukraine est prête à un cessez-le-feu inconditionnel. Elle en a plus les moyens. Le président Zelensky me l'a redit aujourd'hui. Il souhaite travailler aux côtés des Américains et des Européens pour le mettre en œuvre. Au président Poutine désormais de prouver qu'il veut vraiment la paix. Nous continuerons nos travaux dans le cadre de la coalition des volontaires lancée à Paris en mars dernier pour parvenir à la fois à un cessez-le-feu et à une paix complète et durable en Ukraine. Malheureusement pour lui, Sergueï Lavrov l'a déjà dit, on ne donnera pas la paix en Ukraine parce qu'il n'y aura plus rien à négocier. Il faut d'abord que l'Ukraine négocie la paix à nos conditions et après elle aura la paix. Donc ça ne sert à rien que Macron gesticule. Et surtout, ce qui fait que Poutine est en train de jouer et est en train de se foutre de leur gueule, c'est que eux tous pensaient que au moment où nous arriverons là,
Zelensky et ses potes, ils auront de quoi faire valoir qu'ils peuvent demander une paix conditionnelle parce qu'ils sont plus ou moins dans la même position que la Russie. Mais regardez pourquoi c'est cuit. Vous voyez les explosions là derrière? Eh bien, là, je vous mets le tweet parce qu'il fallait que j'attende que les explosions passent. Regardez, il y a écrit « Le drapeau russe a été hissé à Gornal, la dernière localité de la région de Koursk où se trouvaient encore des troupes ukrainiennes. » Vous avez vu? Il y a à peu près 48 heures ou quelque chose comme ça, le commandement militaire et Vladimir Poutine ont annoncé qu'ils avaient botté les Ukrainiens hors de Koursk et que désormais ils étaient prêts à parler d'un cessez-le-feu sans condition préalable, sans un cessez-le-feu inconditionnel. Et donc, au moment où on arrive au moment des négociations, Poutine, il est en ultra position de force. Il n'a rien à négocier que les Ukrainiens pourraient lui échanger ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à échanger. Il a supériorité sur le terrain. Et les États-Unis en ont marre. Parce que là, c'est de la faute des Européens. Ils ont monté la tête à Zelensky, qui a refusé de signer les 2 premiers contrats. Et donc, les États-Unis sont en train de reculer parce qu'ils sont déjà en train d'assurer leur approvisionnement en minerais ailleurs. Et donc, je vous fais finir la vidéo en grand pour que vous voyez comment les Russes ont hissé le drapeau dans la dernière localité de Koursk. Et maintenant, je peux vous la remettre pour que vous attendiez les applaudissements des Russes quand ils ont libéré la région. Donc, les Russes ont repris Koursk et donc ils arrivent en ce moment de négociation où les Ukrainiens, souvenez-vous à quel moment ils ont demandé cette soi-disant cessez-le-feu inconditionnel. C'était comme je vous l'avais déjà montré, la bêtise de Macron et Starmer qui voulaient le vendre à Zelensky pour qu'ils aillent le présenter à Trump et que Trump le propose à Poutine. C'est qu'ils ont fait et ils ont fini par avoir une fin de non-recevoir parce que les conditions pour mettre ça en place étaient juste inconcevables de la part de Russes. Ils demandaient ça et en même temps, ils demandaient à continuer à armer l'Ukraine, à permettre à l'Ukraine de continuer à constituer des corps armés et en plus de ça, à lui livrer des armements. On va parler de la paix pendant que vous préparez la guerre, alors que pendant la guerre, nous, on est en train de mener. Ça nous sert à quoi de faire ça? Et surtout, pendant que Poutine, il a vu tout ça, n'oublions pas que les Ukrainiens ont fait ça, ce que rappelle ici cet analyste. Parce qu'on est en train d'oublier, mais les Ukrainiens, ils sont en train de pleurer, soi-disant, les missiles, on a tiré sur l'Ukraine. Déjà, les Russes font attention de ne pas faire le carnage que nous connaissons au Moyen-Orient. Mais regardez ce que les Ukrainiens font et que les journalistes occidentaux mainstream minimisent. Écoutez ce monsieur parler. Apparemment, et ce sera confirmé par la commission d'enquête, le mode opératoire ressemble très fortement au mode opératoire du GUR ukrainien et des services spéciaux ukrainiens. 300 grammes de TNT placés sous une voiture, actionnée à distance. C'est les méthodes terroristes du GUR, donc il n'y a pas vraiment de question à se poser. Après, il faudra évidemment voir avec la commission d'enquête, les surveillances de caméras qu'il doit y avoir autour, s'il y a d'autres complices et comment on peut les rattraper. Après, savoir à qui ça profite, en fait, à personne malheureusement, parce que nous, on a un martyr de plus. Ça ne changera pas, ça n'arrêtera pas la Russie, ça n'arrêtera pas l'Ukraine. Tout ce que ça risque de faire, c'est de mettre un peu plus le désordre dans un processus de négociation de paix qui sont déjà largement sabotés par Zelensky et ce qu'il fait depuis un mois. Ça vient se rajouter dessus. Bon, la Russie, de toute façon, dans sa grande sagesse, ne répond jamais à chaud. Pour éviter justement les emports de jugement et les erreurs de jugement. Mais de toute façon, tôt ou tard, l'addition, elle devra être payée et elle se payera. Donc pour l'instant, ça ne bénéficie absolument à personne et ça ne fera absolument pas dévier la Russie de sa course. Voilà. Donc, il y a eu la fille du conseiller de Poutine qui est morte dans un attentat. Il y a eu le président général qui est mort dans un attentat.
il y a eu le blogueur russe qui est mort dans un attentat, et il y a encore un général qui est mort dans un attentat. Sans compter l'attentat qu'il y a eu sur la salle de concert ou de je sais pas quoi là qu'il y avait eu à Saint-Pétersbourg ou à côté de Moscou. Les Russes n'ont encore pas fait de représailles ni quoi que ce soit par rapport à ça. Et malgré tout ça, vous avez Vladimir Poutine qui vient vous annoncer qu'il propose une trêve unilatérale à l'Ukraine. Et il dit bien qu'il va préparer son armée à riposter au cas où l'Ukraine violerait cette trêve. Et donc ici, eux maintenant qui se plaignent tout le temps que Vladimir Poutine ne veut pas faire la paix, est-ce qu'ils ont le choix? Et c'est là qu'il vient montrer que ce n'est ni Trump, ni qui que ce soit d'autre qui a la main sur ce qui se passe en Ukraine. Parce que vous attendez Emmanuel Macron. Il en est à je ne sais pas combien de déclarations de son cessez-le-feu inconditionnel. On n'en a jamais vu le début. Ils en sont à je ne sais pas la quantième réunion. On n'a jamais vu le début d'une armée de qui que ce soit de coalition qui ait le courage de mettre un pied en Ukraine face aux Russes. La Pologne, elle est comme l'Italie, elle a dit que voilà, il reste en dehors de ça. Et la France elle-même, avec l'Angleterre, ne veulent pas mettre un pied en Ukraine si les États-Unis ne leur garantissent pas la sécurité. On n'a jamais vu le début de quoi que ce soit. La seule personne qui a réussi à faire baisser l'intensité des combats ou à faire cesser le combat par endroits, c'est la parole de Vladimir Poutine. Zelensky, il n'a jamais même osé demander un cessez-le-feu. Il n'a même jamais osé décréter un cessez-le-feu. Vous voyez, Poutine, quand il demande un cessez-le-feu, il ne dit pas « nous espérons que l'Ukraine va faire comme nous ». Il dit « nous décrétons un cessez-le-feu ». Et s'ils ne veulent pas, ben on ripostera. Et nous avons vu que Zelensky et l'Ukraine, ils ont violé le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Mais la semaine dernière, on leur a rappelé qu'ils n'étaient pas à l'abri, si la Russie le voulait, de subir les foudres de la Russie. Et il n'y a pas eu de missiles balistiques hypersoniques ou quoi que ce soit, pour vous montrer que c'est l'Ukraine qui est affaiblie en ce moment. Et donc Vladimir Poutine, il est en train de jouer avec eux. Et moi, ça me fait marrer comme c'est pas permis, parce que les réactions sont tellement diverses sur LCI, à propos de ce qui s'est passé à Rome à l'occasion de l'enterrement du pape, qu'on croyait que les mondes allaient basculer. Parce que le lendemain, ils ont filmé Donald Trump qui disait que voilà, peut-être que Vladimir Poutine ne veut pas faire la paix finalement, je veux changer ou quoi que ce soit. Donald Trump, il va rien faire du tout. Parce que Donald Trump est le premier à avoir compris que Biden s'était fourvoyé. Et surtout que Biden avait dévoilé que les États-Unis n'étaient pas en mesure de battre la Russie. Au pire, ils peuvent bien se taper, mais les États-Unis ne pourront jamais faire à la Russie ce qu'ils ont fait à l'Ukraine, à la Libye, à l'Irak et tout ça. Ils pourront pas, ils n'en ont pas les moyens. Et donc, par conséquent, ils ne prendront pas le risque de s'attaquer à la Russie. Et plus ils vont s'attaquer à la Russie, plus ils vont renforcer les BRICS. C'est que là aussi, Trump a compris mieux que les Européens et ne veut pas voir. Les Européens, ils pensent que les Chinois ou les Asiatiques sont avec eux. Mais je vous montrerai 2 vidéos sur des Asiatiques et sur ce qu'ils pensent des Européens. Et particulièrement, il y en a un sur les Français où vous allez être mort de rire. Vous allez comprendre que l'Europe et surtout la France va se retrouver encore plus affaiblie dans le futur. Et ça va être encore plus compliqué pour elle. Parce que comme je vous ai montré, la Russie a chassé ces gens-là de course. Et maintenant, la Russie est en position de force. Et Régis Le Sommier le résume ici très bien en disant quelque chose de véridique. Écoutez ce qu'il dit ici. Mais si aujourd'hui on reste dans la configuration actuelle et que les États-Unis cessent d'alimenter l'Ukraine, cessent d'envoyer des armes, cessent leurs renseignements, actuellement c'est pas le cas. Les États-Unis continuent à renseigner l'Ukraine. Et c'est fondamental. Si les États-Unis cessent de le faire, la capitulation de l'Ukraine pourrait intervenir de façon beaucoup plus rapide. Je cite Alexei Arestovitch, qui est l'ancien conseiller, l'un des premiers conseillers de Volodymyr Zelensky, qui disait « Le problème, c'est que si on n'accepte pas l'accord aujourd'hui, on risque de perdre 4 régions. Dans 6 mois, on risque d'en perdre 8. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que dans 6 mois, peut-être l'Ukraine sera-t-elle sommée de signer un accord beaucoup plus désavantageux que celui d'aujourd'hui. Merci, comme toujours. Voilà. Donc, comme vous venez d'attendre Régis Le Sommier, qui est l'une des personnes avec Titelman que je sais qui est parti le plus souvent sur le terrain, voir de ses propres yeux ce qui se passe en Ukraine et qui nous ramène souvent des récits complètement différents des choses que Xavier Titelman nous raconte,
Et donc, ici, il vous dit, c'est une chance pour l'Ukraine que les États-Unis soient encore à ses côtés pour l'aider à négocier tel que Trump le fait. Il y a un mois, personne n'envisageait d'accepter une trêve parce que les Européens ont fait croire à tout le monde qu'ils allaient imposer à la Russie les conditions de leur bêtise là de cesser le feu inconditionnel que Macron avait voulu pondre. Idem pour leur bêtise de soi-disant armée de réassurance. Tout ça est conditionné à l'acceptation de Poutine. Et Poutine n'en veut pas. Et comme le rappelle Piotr Tolstoï, écoutez ce qu'il dit ici. C'est très important. Et pour avoir à mon avis, c'est un signal que Moscou est prêt à négociation. On accuse en Occident toujours Poutine et la Russie que nous ne voulons pas la paix. Si on veut la paix, mais pour avoir la paix durable, il faut éliminer toutes les circonstances qui ont été la cause de ce conflit. Donc cesser le feu pour 3 jours, donc pour 72 heures. Ça va permettre à nos gars sur le front de fêter le jour de la victoire, à mon avis, c'est un signal que Moscou est prêt à négociation. On accuse en Occident toujours Poutine et la Russie que nous ne voulons pas la paix. Si on veut la paix, mais pour avoir la paix durable, il faut éliminer toutes les circonstances qui ont été la cause de ce conflit. Donc cesser le feu pour 3 jours, donc pour 72 heures. Ça va permettre à nos gars sur le front de fêter le jour de la victoire, qui leur arrière-grand-père, leur père, ont commis en 1945. J'espère bien que l'Ukraine va aussi soutenir cette démarche russe. À mon avis, c'est un signal. Voilà. Donc, toujours la même rengaine. Les Russes ne lâchent pas l'affaire. Pour eux, les causes profondes qui ont causé ce conflit doivent être réglées pour que ce conflit soit fini. Et je vous ai déjà montré Vladimir Poutine qui vous dit que ce tour-ci, ils ne laisseront pas les Européens les doubler ou les feinter parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont connu ça dans le passé et ce tour-ci, ça ne se fera pas à leurs frais. Comme l'avait rappelé Jacques Beau dans une précédente vidéo. À chaque fois que les Russes ont montré bonne foi aux Européens, les Européens derrière les ont dupés. La dernière fois, c'était pas plus tard qu'en avril 2022, quand l'Ukraine a demandé, conseillé par les Européens, ou en tout cas au début, à la Russie de retirer ses troupes autour de Kiev de bonne foi pour envisager la mise en œuvre des accords qu'ils avaient conclus. Quand ils se sont retirés, c'est parce qu'ils avaient peur de nous, c'est parce qu'ils étaient incapables de prendre l'Ukraine. Et après, quelques jours après, c'était devenu, regardez de toute manière ce qu'on a découvert à Boucha. Boris Johnson, Ursula von der Leyen, allez, on va vous supporter jusqu'à la fin. On ne peut pas faire la paix avec des gens qui commettent des machins de nini. On n'a jamais vu les résultats de Boucha jusqu'à aujourd'hui. Donc, Vladimir Poutine a déjà prévenu. Ce tour-ci, ça ne se fera pas à nos frais. Et Donald Trump, lui, l'a déjà compris que les Russes ne lâcheront rien. Parce que, comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo, il a dit, la concession des Russes, c'est d'arrêter les combats. Parce que eux, si ça doit continuer, ils continueront et ils prendront tout. Et comme vient de vous dire Régis Le Sommier, Zelensky a beau faire le malin, dans son entourage, ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris que c'est critique l'état de l'Ukraine. Puisque le président de la Pologne, même lui, l'idée que les Américains ne soient plus là, ça le met en danger, lui, face à la Russie. Il a dit que lui, il ne veut plus s'en mêler. Il faut que Zelensky fasse des efforts. Vous avez le maire de Moscou, Klitschko, qui essaye par des schémas ambigus de dire oui, on va faire des concessions temporairement, mais il faut faire des concessions, qui n'est pas la position de Zelensky. Ça commence déjà à se voir, ils le savent. Si seulement, comme vient de dire Régis Le Sommier,
les Américains se mettent de côté, les Européens ne seront pas en mesure de sauver l'Ukraine de ce qu'elle va prendre dans la gueule. Et elle va être prise des deux côtés, parce que souvenez-vous dans la vidéo que j'avais fait, où je vous ai mis en capture, Vladimir Poutine qui dit à Zelensky, les Américains vont te dépouiller. Ça va être exactement ça. Parce que les Russes, ils vont récupérer tout ce qu'ils ont à récupérer, et les Américains viendront s'imposer sur le reste. Et en ce moment-là, l'Ukraine n'aura ni armée, ni l'Europe, ni qui que ce soit pour le défendre. Et quand on va lui présenter la facture de ce qu'elle doit, elle n'aura nulle autre chose que d'accepter de céder ce qu'elle a à céder. Et ça va devenir pire que la Grèce. Et en ce moment-là, je ne pense pas que l'Union européenne sera prête à intégrer l'Ukraine dans l'UE. Et donc, voilà pourquoi cette annonce d'aujourd'hui m'a facilité de vous faire cette vidéo et de vous montrer qu'une fois de plus encore, c'est lui qui s'impose encore comme la figure de boss, c'est lui qui s'impose encore comme la seule figure qui peut apporter la paix aux Ukrainiens, c'est Vladimir Poutine. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ni Zelensky, ni Macron, ni qui que ce soit, ni au front. Ces gens-là au front se battent depuis 3 ans. Et donc je ne pense pas que eux vont s'asseoir sur 3 jours de tranquillité. 3 jours à pouvoir dormir. 3 jours à pouvoir pisser, faire je ne sais pas quoi. Je ne pense pas qu'ils voudront se battre à la place de devoir vivre ça. Et n'oublions pas que plus les Ukrainiens vont connaître des jours tranquilles, comme ils n'en ont plus connu depuis 3 ans, plus eux-mêmes vont se retourner devant Zelensky pour lui dire « Qu'est-ce que tu veux encore ? Tu nous sacrifies déjà. » Et pour ça, pour vous montrer à quel point c'est grave, je vous garde le clou de cette vidéo. Je suis désolé, je viens de réfléchir. Ça sera certainement l'une des séquences que je vais vous mettre en début de vidéo, mais que vous ne pourrez voir qu'à la fin de la vidéo parce que ça a été monté comme ça. C'est le clou de cette séquence. C'est juste incroyable. Voilà. Ici, là, ce que vous voyez, c'est un recruteur ukrainien qui était venu pour recruter des gens. Et regardez comment ça va mal se passer. Il est là, il pointe son arme sur le père et le fils vient le prendre par derrière. Et voilà, tout le monde va se retrouver autour de lui. Il va tirer et tout le monde va venir le défoncer. Regardez. Vous avez vu? On le voit, c'est un peu flouté. Mais c'est ce qui se passe. Ils en sont là. Donc ça veut dire qu'au front, il y a des gens qui en peuvent plus de cette guerre. À la maison, il y a des gens qui en peuvent plus de cette guerre. Et donc Vladimir Poutine, en offrant des moments de répit aux familles, c'est Zelensky qui met en difficulté. Et c'est ça que les Européens ne comprennent pas. Parce que eux, ils pensent que parce que eux, ils vont dire Vladimir Poutine, il joue à un jeu, que ça n'aura pas de conséquences. Ça a des conséquences. Parce que regardez ce qui se passe en Ukraine. Ici, ils sont venus attraper quelqu'un au gymnase. Et là, regardez, ça se passe trop mal. C'est compliqué en ce moment là-bas. Et je pense même pas que je vais vous montrer les autres vidéos de peur que YouTube me donne des censures. Mais ça se passe extrêmement mal. Et donc, Poutine, il sait bien ce qu'il fait. Il sait bien que lui, il a tous les cartes en main de toutes les fois où Zelensky a montré qu'il n'était pas la bonne personne pour négocier. Ce que Poutine cherche à faire au-delà d'accorder du répit aux soldats, c'est de discréditer Zelensky, c'est de le rendre illégitime. Parce que de toute manière, de ce qu'on a vu, le seul qui arrive à offrir un moment de paix aux Ukrainiens, ce n'est ni les Américains, ni les Français, ni Zelensky, c'est Vladimir Poutine. Donc, petit à petit, en faisant cela, ils vont peut-être réfléchir et se dire que voilà, ça ne vaut pas la peine de faire tout ça. Parce que comme je vous l'ai montré aussi dans ma dernière vidéo, ils veulent se battre pour la Crimée, mais les Criméens, eux, ne se réclament plus de l'Ukraine. Ils veulent être russes et ils disent qu'ils vont combattre les Ukrainiens si jamais ils débarquent en Crimée. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une télé mainstream occidentale qui est partie en Crimée, qui a posé des questions librement et qui a obtenu ses réponses librement. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.